ce qu'il fait d'abord, c'est qu'il faut dire, il fait partie de ces gens qui sont des minorités, qui sont rares, mais qui sont essentiels dans tous les domaines. C'est quoi? C'est des gens qui, on l'a dit, sortent de leur zone de confort parce qu'ils voient des choses. Vous savez, faut le rappeler quand même, on a une tendance aujourd'hui, pas une tendance, une volonté d'un certain nombre. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'une politique. Ils disent, oui, mais écoutez, c'est très bien, il y a 7 milliards de gens, ça va aller, on va pas les éliminer, on va pas faire, mais on va les ranger, on va les mettre dans des cases, ils vont obéir, ils vont faire ce qu'il faut faire, ils vont consommer et tout ira bien. Et puis, heureusement, et c'est toute l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui, dans tout domaine, disent « Oui, mais moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Moi, j'ai envie de prendre des risques. Moi, j'ai envie de voir comment on peut tester. » Et l'humanité, il faut le dire, n'a jamais progressé que par ces gens qui sont dans tous les domaines, qui ont pris des risques, qui sont allés. Et en allant en Amazonie à la nage, en faisant tout ce qu'il a fait, Mike Horn fait partie de ces gens-là. De ces gens-là, hommes ou femmes, qui franchissent ces frontières. Vous savez ce qu'ils disent? Ce sont des gens, je voudrais dire ça en une phrase, qui font l'extension du champ des possibles. On croit que c'est limité? Pas du tout. On croit que c'est impossible? Pas du tout. On le fait. Et ce sont ces gens-là, et c'est pour ça qu'on est très heureux de recevoir Mike Horn. Et oui, Mike Horn, l'homme qui ne vit que pour réaliser ses rêves. On le reçoit dans un instant, dans La Culture dans tous ses états, sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mercedes-Benz. Et là, quand j'arrive, grand sourire à l'entrée, petit café délicieux, canapé très confortable, un personnel aux petits soins. Sympa. Et il est où cet hôtel? Ah mais non, je te parle des salons privés Mercedes-Benz. Jusqu'au 26 octobre, tu as droit à un accueil privilégié chez tous les distributeurs participants pour essayer les modèles disponibles. Et tu peux profiter des offres du moment pour trouver la Mercedes de tes rêves. Super, je vais réserver. Ah non, même pas besoin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Pensez à covoiturer. Sud Radio Cagnes-sur-Mer. 97.9. Sud Radio. Jouer à de nouveaux jeux. Jouer en famille. Jouer parce qu'il pleut. Jouer à faire rire mamie. Jouer sur la table. Ou par terre. Jouer avec ses propres règles. Jouer à rendre fou ses copains. Jouer quoi? Jouer à l'infini avec Jouer Club. Les 18 et 19 octobre, c'est le week-end spécial jeux de société chez Jouer Club. Venez tester des jeux comme la Suite Infernale, le jeu de cartes nouvelle génération, à seulement 15,99 €. Prix valable jusqu'au 5 décembre. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Eh, dites donc, avec la carte de fidélité Bricomarché, c'est tout bénef. Samedi 19 octobre, 10% de vos achats à partir de 50 € seront crédités sur votre carte. Vous ne l'avez pas encore? Bonne nouvelle! Elle est gratuite et vous cagnotez tout de suite, dans tous les rayons. Alors on vous attend le samedi 19 octobre pour profiter de vos avantages fidélité et des prix Bricomarché. Bricomarché, votre réussite, c'est aussi la nôtre. Dans la limite de 10 000 € d'achat. Retrouvez les conditions et la liste des magasins participants sur bricomarché.com. Desperados Virgin 00, c'est véridique, cette bière elle est unique. Desperados Virgin 00, dans cette bière de l'alcool il y en a 0,0. Mais clairement c'est signé Desperados. Je vais pas vous faire une conférence, mais le goût agrume est intense. Découvrez aussi Desperados Virgin Mojito, Desperados Virgin Fresh Berry et la nouvelle Desperados Virgin Punch au goût mangue et ananas. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chez Orange, on sait que lorsque l'on vit sous le même toit, il faut tout partager. Même le frigo quand... Oh, il n'y a plus rien. Et aussi la salle de bain qui est... occupée. Par contre, avec le pack mobile 100 Go 5G, chacun profite de son forfait pour 14,99 € par mois et par personne. Ah, enfin une bonne nouvelle. Orange est là. Offre réservée aux nouveaux clients dans la limite de 5 souscriptions concomitantes et à la même adresse. Prix valable à compter de la deuxième facture après validation de la demande de remboursement au lieu de 29,99 € par mois avant. Conditions en boutique ou sur orange.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour, super votre promo d'Annette. Surtout qu'une étude a prouvé que ça rend les enfants beaucoup plus sages. Quelle étude? Une étude pas du tout scientifique menée par moi-même. Écoutez, d'Annette. Pas d'Annette. D'Annette. Eh bien, votre étude va se poursuivre, car du 15 au 26 octobre chez Leclerc, le 3e pack de Sidanette vanille, chocolat ou caramel est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ils s'en sont allés aussi loin que leur bateau pouvait les emporter pour savoir ce qu'on trouvait au bout de l'univers, pour savoir où finissait la mer.
Et oui, Charles Aznavour, André Berkoff qui rend hommage aux aventuriers. Et bien aujourd'hui sur Sud Radio, c'est l'un des plus grands aventuriers explorateurs du monde que nous avons le plaisir de recevoir. Mike Horn, bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté surtout notre invitation. Alors vous publiez votre première bande dessinée chez Michel Lafon. Elle s'intitule donc Mike Horn, l'aventurier de l'impossible. Et elle est illustrée de façon remarquable, dirais-je, par Fred Campois. Alors dans cette BD, vous racontez 4 de vos expéditions les plus connues, notamment celle en Amazonie. Il faut le dire, c'était une aventure très dangereuse. Y aller, c'était vraiment un rêve d'enfant pour vous? Mais voilà, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous. Voilà, l'idée de cette BD a venu de ma fille. Et puis, Annika et Jessica, quand j'ai parti pour faire mes expéditions, j'ai toujours rentré. Et quand ils grandissaient dans la montagne, j'ai jamais pris un autre bouquin pour lire les histoires, pour la faire endormir. Je leur racontais mes histoires, mes vécus. Et elles ne dormaient pas. Ils ne dormaient pas. Et puis, dans leur chambre, il y avait une carte du monde. Et quand je partais en expédition, ils prenaient des petites des pinaises, comment tu dis, des épines. Des petites aiguilles. Des aiguilles avec des drapeaux qui pouvaient suivre en fait la progression. Ouais. Ça veut dire que j'ai partagé ma vie avec eux, dans une manière de storytelling. C'est-à-dire qu'elles avaient les cartes et elles suivaient. Exactement. Où est papa? Exactement, où est papa? Parce que j'ai jamais été à la maison. En 5 ans, j'étais seulement 32 jours à la maison. Incroyable. Ah bon? Ça veut dire qu'en fait, indirectement, mes filles ont eu une enfance avec un papa qui était toujours loin. Ouais. Et moi, je voulais pas faire cette BD parce que pour moi, je suis dans l'action. Je veux toujours partir pour aller plus loin et de satisfaire ces curiosités que j'ai dans la manière que je pense. Et c'est Annika qui est venue vers moi et puis en disant « Papa, je veux faire une BD. » Parce qu'imagine que tu peux partager avec tout le monde ce que tu as partagé avec nous. Et puis... C'est partage, je pense, qui a fait cette naissance de l'idée d'avoir une BD. Et quand tu regardes cette BD aujourd'hui, je dis, c'est vraiment ma vie. Il n'y a pas de fiction. C'est vraiment réel. Toutes les photos d'enfance. Tout ce que vous racontez, c'est totalement ce qui vous est arrivé. Ah oui, c'est impressionnant. Exactement, André. Et ce que vous racontez, c'est assez exceptionnel. Alors parlons de votre aventure en Amazonie en 1997. Vous avez donc descendu le fleuve Amazon à la nage, soit 7000 km en 171 jours. Comment ce projet d'expédition est-il né? Moi, j'ai eu un grand-père qui partageait beaucoup d'histoires avec moi. Et puis, c'était aussi quelqu'un qui est venu en Afrique du Sud par ses voyages. Notre famille était hollandais, français, qui a sauté sur les bateaux, qui a parti de là-bas un peu... Navigateur au long cours, déjà. Ça, tout à fait. Ouais. Et puis, ils sont arrivés en Afrique du Sud et puis ils se sont dit « Waouh, c'est incroyable! Regarde les montagnes, tu mets un bout de bois dans la terre et tu as des bananes qui tombent 3 jours plus tard. » Une terre fertile et riche, les gens sont Vous êtes né là-bas, vous, Mike? Oui, je suis né là-bas. À Johannesburg, oui. À Johannesburg. Et puis, c'est comme ça ma famille est arrivée en Afrique du Sud. Et quand j'ai parlé avec mon grand-père, il m'a raconté toujours les histoires de l'Amazonie. Il a dit, mais tu sais, il y a des serpents qui font 12 mètres de long, qui peuvent avaler un gamin de 8 ans. Et moi, quand j'ai eu 8 ans, je dis, mais ces serpents peuvent m'avaler. C'est incroyable. Et il y a ces petites grenouilles aussi qui peuvent tuer en 5 secondes. Oui, ces grenouilles ici, ils te font pipi dessus. Après, ça fait fondre des veines. T'as des fourmis comme ça grandes qui marchent sur l'eau. Ah, il vous racontait lui comme ça. Oui, mais la manière qu'il m'a raconté des histoires me faisait pas du tout peur. C'était plutôt ça. J'ai commencé d'imaginer. Et à travers de l'imagination, avant la télé et tout ça, c'était des bouquins qu'on lisait. C'est pour ça que cette BD, c'est aussi un peu un bouquin que les enfants peuvent lire
ou des adultes, je veux dire, mais où on enclenche notre imagination. Juste un mot par rapport à l'Amazonie. Vous avez tout de suite pensé à nager dans l'Amazonie. Vous n'avez pas dit, je vais prendre un bateau. Non, nager, tu dois être dans l'eau. Et les piranhas, et les serpents, et tout ça. Exactement, toutes ces petites parasites qui rentrent dans la pénis, puis l'anus, puis il est là-dedans, tu peux pas le sortir. Pour moi, c'était... Michael, comme sexualité, on peut trouver mieux, non? Pardon? Comme sexualité, on peut trouver mieux. Oui. En tout cas, l'Amazonie, la façon dont vous la racontez, votre expédition, elle est incroyable. Donc la première étape de votre expédition, c'était une randonnée de 600 km dans la cordillère des Andes pour atteindre la source de l'Amazone. Alors sur le dos, vous avez un hydrospeed, vous avez un équipement de survie qui pèse 45 kilos. 10 jours avant, vous vous étiez cassé le genou, vous avez été opéré par un ami à vous qui était vétérinaire parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Exactement. Et malgré tout, cette blessure, vous êtes quand même parti. Mais c'est impressionnant. Je sais que vous n'aimez pas l'étiquette de surhomme, mais comment vous avez réussi à réaliser cet exploit? C'est impressionnant. Pour moi, c'était important de savoir que j'ai parti comme explorateur un peu professionnel. Ça veut dire que des gens me donnaient un peu d'argent de partir, sponsorisé. Et dès qu'on a un sponsor au tout début de notre vie comme un explorateur, tu peux pas le perdre parce que une fois que tu dis que tu vas faire quelque chose et tu le fais pas, c'est fini pour toute ta vie. Et puis quand cette boîte de montre, il vous fait confiance et il faut que vous méritiez cette confiance. Exactement. Et là, 10 jours avant de partir, je fais un accident de voiture, je pète mon genou. J'ai pas d'argent, je me fais opérer par un pote et puis vétérinaire. Et puis lui il a dit mais Mike écoute je peux faire ce que je peux faire mais un jour tu dois aller voir un spécialiste. Lui il me répare avec les points de suture encore dans mon genou. Je saute dans l'avion pour partir, pour commencer, pour montrer que je peux le faire. Et premier jour, j'avance, mais lentement. On a un pote qui a pris des photos à l'époque et on tournait encore un film. Et ils sont là, ils filment, ils marchent beaucoup plus vite que moi et tout ça. Et puis dans ma tête, j'ai dit, mais comment je vais arriver au bout? Et puis c'est justement là où tu dis, après la première jour, tu dis, j'ai passé un jour. Je vais en passer un autre. Je peux passer un autre. Et pas par pas, on commence d'installer cette confiance en nous-mêmes. Une fois qu'on sort de notre zone de confort et on veut progresser, il faut avoir du courage. Et le courage, c'est quelque chose que chacun de nous peut avoir de notre vie. Et si on cherche profondément à l'intérieur de nous, on trouve du courage pour s'en sortir. Vous pensez qu'on a tous cette capacité de résistance, de force mentale, si on le souhaite? Mais chacun de nous ne sait pas comment arriver à exploiter leur courage. Mais juste à ce moment-là, quand vous faisiez cette cordillère, tout ça, vous n'avez pas eu à un moment donné, surtout au début, après, de dire « Ah là là, j'abandonne, je ne peux plus ». C'est sûr qu'il y a toujours un doute sur notre capacité. On part quand même dans l'inconnu. Mais j'ai réalisé trop tôt de ma vie que si on a peur de perdre, on ne va jamais gagner. Et c'est seulement quand tu arrives d'avoir l'envie de gagner plus fort que la peur de perdre que tu peux gagner. Parce que de perdre, si tu as peur de perdre, ça va t'arrêter. Tu ne vas pas avancer. Mais cette envie qu'on installe de notre vie, de notre pensée, de la manière que tu regardes les choses. Si tu as peur de perdre, tu vas être défensif. Tu vas dire non, je ne peux pas aller. Mais si tu as envie de gagner, tu vas dire on fonce, on va. Je fais confiance dans mes capacités. Et mon papa, qui était un peu joueur de rugby de l'Afrique du Sud, moi j'étais tellement fier de lui quand il a bien joué. Et tu marches dans les rues de l'Afrique du Sud et les gens viennent bravo pour tout ce que tu as fait. Comme enfant, je partageais cet succès avec lui. Et ça m'a rendu fort. Et mon papa qui dit, Mike, écoute, les matins, à 8h ou à 6h, quand j'ai eu 8 ans,
je parte pour courir, viens courir avec moi. Je me réveille tous les matins à 6 heures et je cours avec lui. À 8 ans. À 8 ans, à partir de 8 ans. Et puis, il n'a jamais couru moi vite que je pouvais rester avec lui. Il a toujours gardé sa vitesse. Et c'était à moi de courir plus vite. Et à cet âge-là... Lui, il ralentissait pas. Il ralentissait pas du tout. Toi, débrouille-toi. Non. Et débrouille-toi. C'est formidable. Et c'est là où il me donne un objectif de courir plus vite. Et quand je pouvais plus rester avec lui, parce qu'à 8 ans, tu vas pas courir avec quelqu'un qui a 40 ans. Et puis, je tirais un trait sur la trottoir. Quand je pouvais plus rester avec lui. Et mon but, le lendemain, c'était de passer ces traits. Et imagine, tu es né dans un milieu où tu es tellement inspiré, tu es tellement... mais ça vous a donné une force incroyable, parce que je reviens à l'Amazonie, il faut le préciser aux auditeurs de Sud Radio. L'Amazonie, c'est un fleuve très puissant. 800 tonnes par seconde sont propulsées, viennent s'éclater au-dessus des rochers. Il y a des chutes de pierres, des tremblements de terre, des cascades que je ne peux pas anticiper, écrivez-vous. Vous, en plus, vous êtes parti sans nourriture. Comment vous avez survécu dans ce fleuve? Ça, c'est des vrais faits. Tu vois, quand on regarde l'Amazone, on doit savoir combien de litres d'eau par seconde passe. On sait qu'il y a 800 tonnes d'eau par seconde qui passent. Et puis, comment on peut rester vivant dedans? Une fois qu'on a compris la contexte, l'écosystème à 100%, c'est là où notre vision des choses devient importante. Ça veut dire que moi, quand je suis au sommet d'une montagne et je suis en ski, et il y a une forêt partout, si je regarde les arbres, je ne veux jamais voir mon passage en travers de cette forêt. Mais si j'oublie qu'il y a des arbres et je vois où je dois passer, je vois mon chemin, c'est là où des arbres n'existent plus. Et c'est justement la même chose avec l'Amazone. La manière que tu regardes, ce n'est pas les 800 tonnes qui est dangereuse, c'est comment tu utilises ces 800 tonnes. Et comment vous arriviez à vous diriger, à vous repérer? Mais c'est justement parce qu'on part dans l'inconnu. Mais vous n'aviez rien, vous n'avez pas les instruments, vous avez les instruments. Non, on n'a pas. Quand tu es dans l'eau, tu es avec un petit sac. J'ai eu un petit sac avec un hamac, un filet de pêche, une machette pour chasser. Et puis après, j'ai eu des livres. Et vous étiez seul, Mike? Seul. Seul, complètement seul. Il y avait tout près de la sortie de l'Amazone, il y avait mon frère qui est venu parce que. Mais dans l'Amazone, pour faire la traversée, il n'y avait pas un bateau qui vous suivait, rien du tout. Non. Et vous avez nagé pendant 4 mois. Vous dites que vous vous fiez aux singes, à ce qu'ils mangeaient pour vous nourrir. Exactement. Mais il faut jamais oublier qu'en fait, il y a tellement de choses dans l'Amazone. Dans la faune et la flore. Et puis, les plantes doivent, pour se protéger, les plantes, et des fois, c'est des poisons. Ouais, absolument. Et puis, c'est la manière d'empêcher les animaux de manger toute la flore qui est là. Toute la nature, oui. Et quand j'ai commencé de préparer cette expédition, j'étais dans la force spéciale de Brésil à Manaus. Ils ont me donné une pile de bouquins, mais comme ça, sur... Ah, vous avez lu? Oui, ça veut dire tout ce que je pouvais manger, tout ce que je pouvais pas. Tous les serpents qui pouvaient me tuer et tous les serpents qui pouvaient pas me tuer. Imagine, il y a tellement d'informations qu'il y avait un bout de moment que j'ai été perdu. Et là, je commence à dire, arrache des pages sur des serpents qui ne peuvent pas me tuer. Arrache des pages sur ce que je ne peux pas manger. Pourquoi je dois savoir que je ne peux pas le manger? Je ne vais prendre que ceux qui peuvent me servir, qui peuvent me faire vivre. Exactement. Et puis un pile de bouquins comme ça a devenu un pile de bouquins comme ça que je connaissais par cœur. Et je faisais aussi ces repères que tout ce qu'un singe mange dans l'Amazone, je peux manger. S'il est en haut, au sommet d'arbres, et puis il mange des feuilles vertes et pas jaunes, monte l'arbre et mange la même chose. Il ne va pas manger des poisons. Et s'il ne mange rien, attrape les singes et tu bouffes les singes. Ça veut dire qu'en fait, on a toujours comme... Très belle sagesse, ça. Ouais.
Comme être humain, Même on a une Aristote solution. l'aurait pas trouvé. Et pour boire, alors comment faisiez-vous vous filtrez l'eau de l'Amazone? Comment ça se passe? En fait, il y a des lianes Absolument. qui filtrent l'eau pour toi dans la jungle. Et puis, pardon d'évoquer un souvenir personnel, moi j'ai pas Non, pris mais ça, la ça, moitié il faut du quart partager. de ce que vous avez fait, du centième, mais j'ai fait 15 jours d'Amazonie, enfin sur un bateau, mais ce qui m'avait absolument fasciné, c'est resté, c'est qu'à un moment donné on faisait des tours, et la personne qui était avec nous, il y a une petite arbre comme ça. Exact. Il lui dit, allez, de l'eau la plus pure qui sortait d'une petite branche comme ça de rien. Ça m'avait fasciné, quoi. Et donc, voilà, mais ce que vous c'est dites. exactement comment j'ai resté vivant. Et puis, en fait, après, parce que j'ai un estomac qui est fait un peu en métal, hein, j'ai jamais chopé vraiment la chiasse, en bouffant quelque chose pourri et tout ça. Je peux boire un peu des choses. Et puis, on parle de l'année, c'est 90. Ça, c'est il y a 30 ans, presque. Oui, plus 35 ans. Oui, 35 ans. Il y a 35 ans, on vivait sur notre planète. Il n'y avait pas tout le déboisement. Il n'y avait pas tout, en fait, les plastiques qu'on trouve dans l'eau aujourd'hui. Il y a 30 ans, on vivait encore sur une planète un tout petit peu sauvage. C'est vrai. Alors après l'Amazone, Mike Horn, vous avez fait donc une autre grande expédition, à savoir le tour du monde en solitaire en utilisant uniquement vos propres ressources et en suivant la ligne de l'équateur. Et une fois arrivé en Amérique du Sud, là, vous vous retrouvez à nouveau dans la jungle et cette fois-ci, vous avez vraiment failli mourir. Racontez-nous ce qui s'est passé. Vous avez été piqué, je crois, par un serpent, c'est ça ? Oui, il faut juste que vous compreniez exactement comment cette idée a rentré dans ma tête. Je sors l'Amazone après 6 mois à la nage dans la rivière. Je rentre dans l'Atlantique. La rivière, l'embouchure, il fait 321 km de large. Il y a une île plus grande que la Suisse. 321 km de large, l'embouchure. L'embouchure. C'est folie, quoi. Ouais. Tu vois même pas la terre. Tu penses que tu es dans la mer. Et la seule manière que je pouvais savoir que la rivière arrête, c'est en goûtant d'eau. Ouais. Et quand l'eau devient salée, je suis dans l'Atlantique. Et je goûte pendant une semaine l'eau. Je suis dans l'embouchure et je vis sur une petite planche comme ça. Et il y avait un moment que je dis « Ah, c'est pas salé. Ah, là, c'est salé. Non, c'est pas salé. » Et les moments quand j'ai goûté de l'eau salée, c'était des moments que, waouh, l'expédition est finie. Ouais. Et là, je voulais continuer. Et c'est l'idée de continuer. Qui vous motivait, ouais. Qui me motivait de commencer la prochaine expédition qui s'appelle Latitude Zero. Et imagine que tu dis, mais on va suivre l'équateur autour du monde. Qu'avec suivre absolument l'équateur. J'ai pas le droit de quitter l'équateur. Je me donnais une marge de 30 000 au nord et 30 000 au sud de l'équateur. Parce que la Terre, il fait toujours 40 000 kilomètres dans cette zone. Et je dis, je quitte pas l'équateur et je le fais en force humaine. Et c'est là où l'idée est venue. Et puis c'est sûr que quand on doit rester sur cette ligne, on peut pas éviter les guerres civiles. On peut pas... on arrive en Congo, les gens te mettent devant un peloton d'exécution. C'est pas toi qui décides, c'est pas les animaux, c'est les autres êtres humains qui décident. Effectivement, parce que lors de cette expédition, et je suis désolée, je vous coupe un petit peu parce qu'on doit faire une petite pause publicitaire, effectivement, le Congo, le 28 juin 2000, quand vous arrivez en Afrique, dans la République du Congo, eh bien, vous êtes pris en otage par les rebelles, ils ont failli vous tuer. Vous nous raconterez tout dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite avec Mike Horn dans La Culture dans tous ses états. Sud Radio. Alors en juin 2000, lors de votre tour du monde en suivant donc la ligne de l'équateur, vous avez été capturé par des rebelles en République démocratique du Congo. Que s'est-il passé exactement? Racontez-nous. En fait, c'était un moment quand il y avait pas mal de... il y avait des problèmes en Rwanda, des Tutsis, des Hutus. Ils ont commencé avec leur... C'était en quelle année, ça? Vers quelle année? En 2000. 2000, ouais. 2000. Ouais. C'était après les massacres. Juste après les massacres du Rwanda et tout ça, oui. Et puis là, j'ai eu un choix de soit rentrer en Congo ou pas.
Moi, je vais aller voir le président du Ouganda, un certain monsieur Museveni. Et monsieur Museveni, il me donne la permission de rentrer en Congo où Ouganda a mis leurs soldats. En même temps, il me fait rencontrer Jean-Pierre Mbemba, Roger Lumbala, Wambadi Wamba. Ça, c'est des leaders de toutes les rébellions en Congo. Et je prépare quand même l'entrée que j'ai une chance de survie. En parlant avec les leaders des rebelles, ils ont me demandé un peu d'argent pour que leurs soldats de certaines rébellions peuvent m'accueillir. Oui, c'est ça. Pour qu'ils vous laissent, qu'ils vous protègent aussi quelque part. Qu'ils me protègent un peu. Ben, oui. Parce que, en fait, c'est la Far West. Mais j'ai fait une erreur en croyant que des gens vont vraiment me protéger. Et dans une certaine région, en fait, où j'ai rentré, un des leaders des rébellions voulait 100 000 dollars. Et moi, j'ai eu que 1 000 dollars avec moi. Ouais. Et j'ai dit, mais j'ai pas 100 000 dollars, j'ai que 1 000 et je le donne 1 000. Il a pris les 1 000. Mais il n'a jamais averti, en fait, ces soldats que je vais arriver. OK. Bon, oui. Et voilà, j'arrivais, mais les lions, la gueule des lions était comme ça ouverte. Et puis, en rentrant dans la région de cette rébellion, c'est comme un peu jouer avec les couilles des lions. Tu la grattes un peu. Et à un bout de moment, qu'il va tourner et puis il va te bouffer. Et oui. Et ils vous ont capturé parce qu'ils pensaient que vous étiez un espion, c'est ça en quelque sorte. Exactement. Il ne sait pas que j'arrive. Normalement, je peux me cacher, je peux aller autour. Je fais confiance dans... Vous pensez qu'il avait averti ses soldats et que voilà. Tout à fait. Et voilà, je me fais capturer. Tout bêtement. Oui. Et là, il y a un certain colonel Kasereka qui a dit qu'il va faire un exemple de moi. Et oui, effectivement, un jour, un militaire, effectivement, ce militaire donc menace de vous tuer, et il met le canon de sa Kalachnikov sur votre joue, et là, vous lui dites tire. Ouais. C'est impressionnant cette scène dans votre bande dessinée. Je le provoque parce que je disais, mais j'ai pas peur de mourir. Tu peux peut-être me tuer, mais tu peux pas me tuer, je vais être vivant. Toute ta vie va être foutue après. Ça veut dire que je deviens... Vous parliez avec lui, vous parliez en anglais? Français. En français. Congo. Ah oui, le Congo, oui. Le Congo, oui. Et puis je dis, il était style... D'abord, on était deux capturés ensemble. C'était un autre qui était exécuté. On était loin, un peu 10 mètres. L'autre a été tué. L'autre était tué. Ils disent, OK, tire. Devant vous? On était une à côté de l'autre. Ouais. Non, mais il a été tué devant vous? Devant moi. C'est ça. Ouais. C'était l'exécution de 2 personnes. L'autre, il tombe. Moi, j'ai dit, je ne peux pas être debout là. Et je dois faire quelque chose. Je vais vers lui, je prends son Kalachnikov, je le mets contre ma tête et je dis tire quand je te regarde. Ah oui, vous êtes allé et vous... Ouais, exactement. Et c'est instinct. Attendez, juste un moment, parce que je me dis, mais c'est dans ces moments, vous n'avez même pas réfléchi, vous avez dit, voilà, je vais faire ça. Là, je dis que si je fais rien, ils vont me tuer. Je dois montrer que je suis plus fort, que je dois presque dominer comme un chien alpha cette situation. Je dois le mettre sur son dos avec ses pattes en l'air en disant que j'ai peur de cet homme. Et cette force qu'on a pour rester vivant devient tellement plus fort que la force que lui, il a dans la Kalachnikov. Et puis, à ce moment-là, dans cette chaos et ces doutes, il y a un policier qui sort qui était ougandaise. D'accord. Et lui, ils disent, je connais cet homme. Il a la bénédiction de notre président Museveni. Qui est arrivé comme ça. Enfin, c'était une exécution publique. Mais il n'aurait pas été là, à votre avis? C'était peut-être à ce moment de doute. C'est dingue.
Congo. Ouais. Moi, j'étais le seul blanc là-bas. Ça veut dire que qu'est-ce qu'un blanc fait là-bas au milieu de la guerre civile? Au cours de vos expéditions, plusieurs fois vous avez failli mourir, Mike Horn. Vous croyez à votre bonne étoile? Ah ouais, il faut croire dans quelque chose. Hein. Que je veux dire, c'est que quand tu crois en rien, il n'y a pas d'espoir. En fait, pour moi, je vais pas à l'église. Je dis là, on parle pas de la religion. On croit. Moi, je crois dans un Dieu qui a créé la terre, par exemple. Et puis comme je dis, moi je suis, excuse-moi le langage, mais moi je suis toujours dans la merde, mais c'est que la profondeur qui varie. Et des fois, quand ça monte un petit peu, là, il faut quelqu'un plus fort qu'un homme. Là, il faut... Pour être que la merde n'a-t-elle pas le nez, hein, c'est ça, exactement. Et puis, quelqu'un qui peut me soulever un peu, qui me donne l'espoir. Et si je ne crois pas, il n'y a pas une chance de s'en sortir. C'est pour ça, en fait, des moments un peu comme ça, c'est des moments que je dis, mais donne-moi juste une idée, donne-moi un signe, donne-moi une vision ou quelque chose qui me permet de s'en sortir. Eh oui. En tout cas, une fois, après avoir été libéré donc par les rebelles de la RDC, vous reprenez votre périple à vélo dans la jungle et vous rejoignez donc Libreville, où votre famille vous attend. Vous n'aviez pas vu votre femme et vos 2 filles depuis 1 an et 8 mois. Ouais. J'aimerais vous demander, le retour à la vie normale, est-ce que c'est compliqué pour vous après avoir vécu ce type d'événement douloureux dans votre vie? Très bonne question, parce qu'en contraire de ce que des gens pensent, l'arrivée, c'est pas là où tu gagnes comme un pilote de Formule 1 gagne un Grand Prix, par exemple, ou tu gagnes une médaille d'or, ou tu marques le but de la victoire dans un match de football, etc. C'est le moment où, en fait, ta vie arrête. Imagine que tu as marché presque 2 ans, tous les jours, avec un but spécifique d'arriver. Et du moment quand tu arrives, tu te réveilles le lendemain et tu n'as plus rien à faire. Et est-ce que la question « quel sera mon prochain défi » vous obsède à ce moment-là? C'est justement là où il faut commencer de préparer déjà en avance la prochaine projet. Oui, mais attends, juste pour rebondir sur la question de Céline, Mike Horn, la vie normale, ce qu'on appelle la vie normale, que les 90% des gens vivent, pour vous, c'est la vie anormale? Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. J'étais souvent un peu critiqué parce que des gens disent, mais tu pars de tes responsabilités, tu pars en courant, tu ne veux pas vivre dans la civilisation, tu veux pas la responsabilité comme tout le monde. Oui, de t'occuper de ta femme et tes enfants, de faire le citoyen, etc. Mais exactement. Et ces moments quand ils disent, mais je pars en courant parce que je veux pas prendre la responsabilité, c'est pas du tout ça. Oui, j'imagine. Parce que, en fait, j'ai eu une femme extraordinaire qui me donnait la liberté de partir. Et qui vous soutient. Dites, sans elle, vous n'auriez jamais fait tout ça. Exactement. J'ai des enfants qui vivent à travers de ce que je vis, qui partagent les émotions avec nous, qui soudent la famille. On était une famille tellement soudée, et quand tu aimes vraiment, quand tu es amoureuse de quelqu'un, mais vraiment, on parle d'amour, mais éternel, qui est toujours là, t'as un seul envie, c'est de rentrer vivant. Ça veut dire qu'on utilise l'amour pour surpasser les obstacles et pour nous donner du courage. Quand tu aimes vraiment ce que tu fais, et puis c'est les 4 règles que j'ai mises dans ma vie. Je dis, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu fais ce que tu fais, tu le fais bien. Tu as un talent pour ça. Quand tu peux apporter aussi quelque chose à nos terres aujourd'hui, aux autres gens. Et si tu gagnes un peu d'argent, tu vas vivre heureusement. Fais ce que tu aimes, fais ce que tu fais bien,
fais quelque chose qui apporte la valeur, gagne un peu d'argent et tu verras, la vie va être nickel. Il y a les 10 commandements de Dieu et les 4 commandements de Mike Horn. Pas mal. Toutes ces expéditions Mike Horn, de quelle façon vous ont-elles transformé? Moi, j'ai grandi tous les jours. Et puis, je dis qu'on ne devient pas plus vieux, un âge, on grandit jusqu'à des jours où on meurt. Et puis, pour moi, j'ai perdu ma femme il y a 8 ans. Et puis, quand ma femme me disait, mais écoute, parce que moi, j'étais prêt de mourir avec elle. Et puis, les moments quand j'ai dit, Cathy, je veux mourir avec toi, elle me regarde avec une souris, et puis elle a eu un cancer. Et puis, elle voulait partir. Mais moi, je ne voulais pas vivre sans elle. Égoïste. J'étais égoïste. Reste avec moi. Et puis, il y avait les enfants aussi. Il y avait les enfants. Et puis après, elles disent, mais Mike, meurs pas pour moi, mais vis pour moi. Tu peux vivre pour les autres. Il faut qu'on profite, mais chaque seconde qui passe, parce qu'un vie moyen a 30 000 jours. Jusqu'à l'âge de 82 ans, l'âge moyen. On dort la moitié du temps. 15 000 jours, on roupille. On dort. Jusqu'à 5 ans, tu ne fais pas un grand-chose. Et les dernières 5 ans, on fait non plus. Beaucoup. Ça veut dire qu'on a 10 000 jours. Arrête de râler et vis. Oui. Vous savez ce que vous appliquez? Vous avez appliqué la merveilleuse chanson de Georges Moustaki qui dit « Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer ». Wow, ça me parle à fond. Ouais. Voilà. Mike Horn, avez-vous été du moins jusqu'au bout de vos rêves? Comment réaliser ses rêves et sortir de sa zone de confort? On va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Mike Horn, alors reste avec nous. Vous avez été jusqu'au bout de vos rêves. Non, mais écoute, il faut jamais arrêter de rêver. Et si tes rêves, ils ne te font pas peur, ils sont pas si grands. On rêve trop petit. Et puis aujourd'hui, on casse les rêves des enfants. Il faut que, de nouveau, on mette un peu des ingredients que les enfants commencent à rêver grandes. On vit dans une période, mais super intéressante de notre monde aujourd'hui. Et c'est ça qui est... On a déjà vu pas mal de changements. Et là, maintenant, une fois qu'on a compris qu'on a un seul terre, on doit protéger ces terres. Et en 30 ans, j'ai vu nos terres changer. On a aussi envie de protéger, en fait, notre petit terrain de jeu. Oui. Alors aujourd'hui, quels sont vos plus grands rêves, Mike Horn? Wow, moi, j'arrête pas de rêver. C'est déjà. En tout cas, les prochains. Ouais, les prochains rêves. Je suis sur une expédition maintenant qui s'appelle What's Left. Un peu en français, c'est ce qui reste. Qu'est-ce qui reste, oui. Et puis, je vais aller visiter des coins où j'ai déjà été pendant 30 ans d'exploration et le comparer avec leur état aujourd'hui. En 30 ans, qui est une vie un peu d'exploration, on peut vraiment voir des changements. Bien sûr. Donc, aller revoir, revisiter des endroits où vous êtes déjà allé. Et puis après, maintenant, une année, on a rentré de l'expédition qu'on a fait en Groenland. Et au mois de fin novembre, début décembre, je pars dans l'Amazonie pour comparer de nouveau comment l'Amazonie est aujourd'hui vis-à-vis de ce qu'on va trouver dans ces BD quand j'ai descendu l'Amazone, quand c'était encore un peu sauvage. Je vois déjà le piranha qui avait 5 ans, qui a maintenant 35 ans, qui va dire « Mike, tu es revenu, Mike !» Ouais, exactement. Mais est-ce que je peux te bouffer cette fois-ci, Mike? Non, mais pas d'accord. Et donc, vous allez retourner au pôle Nord, cercle polaire, Arctique, Antarctique, exactement. Tout ça. Pendant 4 ans, les prochaines 4 ans, je vais aller autour du monde et je vais aller revisiter des endroits où j'ai été. Je pars pour faire encore des expéditions que je voulais faire, mais que j'ai pas eu du temps à faire. Et puis après, je partage ça maintenant avec Annika, ma fille. Elle a traversé Groenland avec moi. C'est la première grande expédition. Je voulais protéger ma famille, mais un pomme, il tombe pas trop loin du pommier. Hein. Et c'est justement là où l'envie d'apprendre à travers de mes expériences, c'est aussi un moment de dire que, partage un peu tes connaissances. Eh oui. Alors, vous avez créé un programme éducatif et environnemental, Pangea X. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont des idées de ouf,
qui sort de l'université, qui n'est pas soutenu par l'industrie. Leurs idées est peut-être en conflit avec l'industrie aujourd'hui où les gens veulent que gagner de l'argent. Leur manière de faire des choses aussi, c'est peut-être un tout petit peu alternatif, où ils veulent utiliser plus du soleil et du vent comme source d'énergie. Et nous, on a fait notre fondation, Pangaea X, et on a fait une plateforme qui invite les étudiants avec des projets environnementaux d'arriver sur notre plateforme et après, à travers un programme d'éducation, comment faire un prototype, comment vendre notre technologie, comment faire un business plan, comment on communique ce qu'on veut faire. On l'assiste et on l'accompagne à aboutir. Vous leur enseignez à réaliser leurs rêves de façon pragmatique, tout à pratique, fait. Comment j'ai réalisé mes rêves comme explorateur. Et ça, on a maintenant Annika et Laura qui est un team chez nous qui accompagne en fait. Et ça est devenu comme un MBA ou un Masters in Business. Ouais. Et puis là, c'est incroyable. Les projets que les jeunes nous proposent qui va changer la future de notre planète. Et c'est pour ça je garde l'espoir. On n'est pas foutus. Hein. Si je peux passer un message aux jeunes, mais mariez-vous, faites des enfants. Faut pas avoir peur de la future de notre planète. Parce que si on a peur, on va pas avancer. Plus rien. Il faut qu'on rétablisse en fait cette confiance de notre futur. Oui, en tout cas, vous avancez à grands pas, Mike Horn, et aujourd'hui, vous êtes même investi dans l'innovation énergétique. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Oui, quand j'ai traversé les pôles Nord, et juste une histoire très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense, c'est en 2006, je vais au pôle Nord. Je mesure la glace au pôle Nord. La glace fait 2,50 m. J'ai fait une piste d'atterrissage pour un Antonov russe pour charger tous les échantillons qu'on a pris pendant notre expédition dans l'avion. 2006. 2019, quand j'ai traversé les pôles Nord, j'arrive au pôle Nord, je mesure la glace. Au lieu d'avoir 2,50 m, la glace fait 8 cm d'épais. L'Antonov peut plutôt atterrir. C'est fini. Ça veut dire qu'en 14 ans, il y a un tel changement. On dit que c'est un peu les extrémités de notre planète. J'arrive de traverser, je presque crevé là-bas au pôle Nord, j'ai plus de nourriture, la glace dérive, c'est la galère, et voilà. J'arrive de survivre, arrive vivant sur le bateau, et après, je saute dans une bagnole et je pars pour faire un Dakar, Paris-Dakar. Paris-Dakar, ouais. D'accord. Et puis, que je trouve c'est une super bonne aventure. Et moi, je disais, mais un mois avant en fait, la glace fonde. Il faut qu'on arrête de faire notre connerie. Il faut qu'on conserve notre planète. Après, moi, je saute dans une voiture puissante et je roule comme un fou dans un désert. Je pollue. Et puis, les gens commencent à me critiquer. Mais les gens ont raison. Je ne peux pas dire que notre planète ne va pas, et puis après, moi, je le pollue. Oui, enfin, on peut s'amuser aussi un peu. Hein. Ouais, alors, de quelle façon? Là, il vous reste 1 minute. Qu'allez-vous innover? Qu'allez-vous créer? Et là, je veux faire une voiture avec 0 d'émission. Je vais au CEA, je lance un programme de recherche sur l'hydrogène. Si on prend une molécule d'eau, H2O, on le sépare. On a l'hydrogène et l'oxygène. Si on le met ensemble, les moments quand ils se rencontrent de nouveau, il y a l'électricité. Je capture cette électricité avec un lit d'eau, je peux rouler toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai une start-up, un hydrogène qui va décarboner notre planète. Et dans 4 mois à Belfort, maintenant on a 120 ingénieurs, j'ai eu un investissement. Vous avez déjà le centre à Belfort? Oui, Belfort était sympa, ils me donnaient 10 millions, ils m'ont invité, ils me donnaient une usine d'Alstrom, ancienne usine que je n'ai pas besoin de payer. Et j'ai trouvé les investisseurs, on doit engager 700 ingénieurs, et puis dans 4 mois, notre premier produit sort et on commence à décarboner l'industrie lourde
dans la mobilité. Tout ce qui est cargo, bus, camion, mine et tout ça, on va vivre sur une planète, mais nickel, en 2030. Bravo pour cette innovation, Mike Horn. En tout cas, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre première bande dessinée vient de sortir aux éditions Michel Lafon. Elle est illustrée par Fred Campois et elle s'intitule Mike Horn, l'aventurier de l'impossible. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.